Donc, l'enregistrement est démarré. Donc, comme je viens de dire, notre cours va se faire sur une des valvulopathies fuyantes qui est assez, donc qui était assez fréquente auparavant et qui continue donc d'être observée en pratique quotidienne et qui est l'insuffisance aortique. Alors, vous avez fait dans vos prérequis, dans vos connaissances antérieures, les différentes valves du cœur gauche, à savoir la valve mitrale et la valve aortique, et quel est l'intérêt de ces deux valves. Et vous savez que la valve aortique, c'est une valve qui va séparer le ventricule gauche de l'aorte, et donc c'est une valve qui va agir au moment de la phase d'éjection du ventricule gauche. Elle s'ouvre pour que le sang se vide du ventricule gauche et part à travers l'aorte au niveau de la circulation systémique, et elle se ferme d'une façon étanche, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de passage pendant la fermeture de cette valve, pendant la phase de diastole, c'est-à-dire c'est quand le remplissage du ventricule gauche se fait par donc le sang qui lui arrive à travers donc la valve mitrale en provenance de l'oreillette gauche. Alors, le plan de la question va s'établir comme suit. On va commencer par une définition, un petit mot sur la physiopathologie de cette valvulopathie. Ensuite, on va attaquer les différentes étiologies. On va voir comment se pose le diagnostic clinique de cette valvulopathie, quels sont les examens paracliniques qui nous permettent de confirmer ce diagnostic, comment se fait l'évolution donc, de cette maladie, quelles en sont les complications et enfin, quelle sera notre conduite thérapeutique. Et à partir donc de ce cours, à la fin, il faudrait que vous soyez capable de définir c'est quoi une valvulopathie donc aortique, quelles sont ses principales étiologies. Il faudrait insister sur les moyens cliniques donc diagnostiques de cette maladie et préciser quelles sont les différentes options thérapeutiques tout en mettant en relief les principales indications pour les formes asymptomatiques. Parce que quand on a une valvulopathie symptomatique, le problème ne se pose pas, ça reste toujours une indication opératoire. Mais quand on a une valvulopathie asymptomatique, c'est là où le problème se pose. Faut-il opérer ou non notre patient avant l'apparition des symptômes? Alors, comme définition, la valvulopathie ou l'insuffisance aortique, c'est quoi? C'est un reflux anormal de sang qui va passer de l'aorte vers le ventricule gauche au moment de la diastole, c'est-à-dire au moment où la valve aortique devrait être fermée. Et là, donc, s'il y a un défaut de fermeture de cette valve aortique pendant la diastole, il y aura une partie de sang qui va refluer de l'aorte vers le ventricule gauche. Et au fur et à mesure que ce flux va se faire, il va y avoir des conséquences où? Des conséquences en amont et aussi en aval de cette donc valve aortique. En amont, c'est-à-dire c'est avant la valve aortique, il va y avoir une dilatation du ventricule gauche qui va se traduire par une augmentation de la précharge et une hypertrophie par augmentation relative de la postcharge. En aval, on aura quoi? Il va y avoir un excès de sang donc qui va passer parce qu'au fur et à mesure qu'il y aura du sang qui va refluer donc de l'aorte vers le ventricule gauche, quand il y a une ouverture de cette valve aortique, donc là, au moment de l'éjection, il va y avoir un excès de sang qui va passer du ventricule gauche vers l'aorte et donc ça va se traduire par de l'hyperpulsatilité artérielle. Alors, sur le plan physiopathologique, on a deux cas de figure. On a l'insuffisance aortique chronique, c'est-à-dire c'est une maladie de la valve aortique, une anomalie congénitale de la structure de cette valve aortique et qui va engendrer une insuffisance aortique qui va évoluer dans le temps et elle va être à l'origine, donc au début, de mécanismes de compensation qui vont essayer donc de pallier à cette surcharge volumétrique chronique du ventricule gauche et notamment donc il va y avoir de la dilatation du ventricule gauche et bien sûr une augmentation des volumes télédiastoliques, des pressions télédiastoliques ventriculaires gauche, une augmentation du volume d'éjection donc systolique et tout ça va être à l'origine d'une augmentation de la post-charge. Donc, cette post-charge, au début, elle sera compensée par un certain degré d'hypertrophie ventriculaire gauche, un certain degré de dilatation du ventricule gauche, mais par la suite, donc, ces moyens de compensation vont être dépassés
Et c'est là donc que surviendra les symptômes, c'est quand il y a un dépassement des moyens qui permettent de compenser cette donc surcharge volumétrique. Et là, donc, il va y avoir un stade avancé, une altération de la fonction du ventricule gauche, et donc les symptômes vont apparaître et donc il y aura une baisse de la fraction d'éjection. Cette fraction d'éjection, c'est la capacité ou c'est la fonction, c'est le reflet de la fonction du ventricule gauche. Et donc cette fraction d'éjection, au début, elle est normale. Par la suite, donc elle va s'altérer progressivement avec le temps et donc on peut la récupérer. Donc lorsqu'on opère à temps notre malade. Mais plus la fraction d'éjection diminue dans le temps et plus donc les chances de récupération de cette fonction myocardique deviennent moindres. Et là, donc, on ne peut plus rien faire. Et donc, même si on opère le malade, on va l'opérer à un stade tardif où la mortalité à moyen terme et à court terme donc, sera élevée. Alors, ça, c'était l'insuffisance aortique chronique. Maintenant, l'insuffisance aortique aiguë. On peut avoir une insuffisance aortique aiguë, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a un défaut d'étanchéité, il y a une lésion qui survient brutalement sur la valve aortique qui nous donne une fuite brutale et importante à travers cette valve. Et donc là, le ventricule gauche n'a pas le temps de s'adapter. Il n'y a pas les mécanismes de compensation qui surviennent comme pour l'insuffisance aortique chronique. Et donc, il va y avoir une décompensation cardiaque qui sera rapide. Et rapidement, donc, cette insuffisance aortique sera mal tolérée. S'il vous plaît, désactivez vos micros. Il y a quelqu'un qui a activé son micro. Merci. Et donc, j'ai dit qu'elle sera rapidement mal tolérée et rapidement, on aura l'apparition des signes d'insuffisance cardiaque. Alors, voilà ce schéma qui permettra donc de nous montrer quelles sont les différentes composantes de l'aorte avec cette partie donc, qui constitue les valves aortiques. Là, on a notre ventricule gauche et là, on a notre aorte avec les trois compartiments donc de l'aorte, la racine donc de l'aorte et donc l'aorte ascendante. Et donc le sang, lorsque la valve aortique est fermée, le sang, au lieu de ne pas passer à travers cette valve aortique, il va fuiter à travers cette valve aortique et il va surcharger progressivement le ventricule gauche qui va ainsi se dilater progressivement et il va donc dysfonctionner avec le temps. Alors, à partir de là, on pourrait déduire trois principaux mécanismes de ces insuffisances aortiques. On a les mécanismes, c'est comme pour l'insuffisance mitrale. C'est-à-dire que la même chose, quand il y a un défaut de fonctionnement de ces valves, il y aura l'apparition d'une insuffisance aortique. Et à chaque défaut de fonctionnement correspondra à une étiologie de cette valvulopathie. Par exemple, si on a une mobilité valvulaire qui est normale, c'est le type 1 de Carpentier. Si on a une mobilité valvulaire qui est exagérée, on va dire que c'est une insuffisance aortique de type 2. Si on a une mobilité valvulaire qui est réduite, là, on est dans le type 3, c'est-à-dire qu'il y a une fusion commissurale et donc il y aura une insuffisance aortique. Et à partir de là, donc, on va énumérer les différentes étiologies de cette insuffisance aortique. On a d'abord les maladies dystrophiques, c'est-à-dire c'est quoi cette maladie dystrophique? C'est une anomalie congénitale de la valve aortique qui peut être soit isolée, soit elle rentre dans le cadre d'une maladie. Par exemple, le cas de la maladie annulo-ectasiante de l'aorte, c'est quoi? Il va y avoir un anévrisme, vous voyez ça dans ce schéma-là. Ça, cette aorte, normalement, son diamètre ne devrait pas dépasser les 35 à 36 mm. Et donc, quand on a une dilatation importante de cette aorte, ce qu'on appelle un anévrisme aortique, ça va dilater avec même l'anneau aortique qui va dilater. Et donc, cet anneau aortique, lorsqu'il est dilaté, il y a un étirement pardon, de cet anneau aortique. Donc, lorsqu'il va se fermer, il va y avoir un défaut de fermeture de cet anneau aortique. Et ça va se traduire par de l'insuffisance aortique. Donc là, c'est
la maladie annulo-ectasiante qui va aboutir à une perte de parallélisme des bords de l'aorte, ce qu'on appelle un aspect en bulbe d'oignon de l'aorte, et on aura une fuite aortique qui sera centrale, et ceci par dilatation de l'anneau. Alors cette maladie annulo-ectasiante, elle peut être soit idiopathique, comme elle peut rentrer dans des syndromes. Par exemple, le syndrome de Marfan, qui se traduit par une subluxation du cristallin, par une atteinte des phalanges de la main, par une grande taille, et entre autres, parmi les polymalformations de ce syndrome de Marfan, on a la maladie annulo-ectasiante. C'est la raison pour laquelle tout malade qui est diagnostiqué maladie de Marfan, on devrait lui faire systématiquement une exploration cardiovasculaire, un échocardiogramme, pour voir s'il y a cette maladie annulo-ectasiante de l'aorte. Voyez ici donc une illustration d'une image échocardiographique d'une maladie anévrismale de l'aorte avec une dilatation en bulbe d'oignon de cette aorte et qui va dilater avec elle la valve aortique. Vous avez ici votre ventricule gauche, votre oreillette gauche et bien sûr donc la valve mitrale qui est là. Donc oreillette gauche, ventricule gauche, valve aortique et valve mitrale. Alors, une autre étiologie, toujours dans les aortes dystrophiques, mais sans qu'il y ait d'anévrisme de l'aorte. Là, c'est ce qu'on appelle le prolapsus valvulaire aortique. Donc, on peut avoir une insuffisance aortique toujours par prolapsus. Et là, donc, s'il va se traduire par quoi? Par un défaut donc, de coaptation et un déplacement en arrière du plan de l'anneau aortique. C'est-à-dire que l'anneau aortique, au lieu qu'il y ait une fermeture comme ça horizontale, l'aorte, elle va se fermer comme ça. Il va y avoir un prolapsus dans la chambre de chasse du ventricule gauche de l'une des deux sigmoïdes aortiques. Et donc, ce prolapsus va créer un défaut de coaptation de ces deux valves. Et donc, il y aura du sang qui va fuiter pendant la phase de la diastole à travers cet anneau aortique qui est dystrophique. Une troisième, il faut savoir que les étiologies des insuffisances aortiques, elles sont nombreuses. Et chaque étiologie, elle a son mécanisme physiopathologique propre à elle de la fuite aortique qu'elle engendre. Alors, l'insuffisance aortique, est-ce que c'est bon jusque-là? Je peux continuer. Un interlocuteur, s'il vous plaît. Est-ce que c'est bon? Vous arrivez à me suivre? Oui, un interlocuteur. Oui, madame. D'accord, merci. Je continue. Alors, donc, comme je viens de le dire, on a les insuffisances aortiques maintenant. Le troisième cas de figure, c'est les insuffisances aortiques rhumatismales. C'est des valves qui sont épaissies, elles sont hyperéchogènes. Il va y avoir une fusion avec rétraction valvulaire. Et là aussi, ça va donner une mauvaise fermeture. C'est-à-dire que c'est les insuffisances aortiques qui sont secondaires à un rhumatisme articulaire aigu, comme vous avez vu avec toutes les autres valvulopathies où le rhumatisme articulaire aigu peut être l'une des étiologies donc, de cette valvulopathie. Et bien sûr, ça peut s'associer à d'autres valvulopathies qu'il faudrait toujours rechercher. Un rétrécissement mitral, une insuffisance mitrale, parce que là, ça peut toucher deux valves en même temps. Il y a aussi les insuffisances aortiques secondaires à une endocardite infectieuse. Et là, donc, ça donne soit une forme aiguë lorsque la greffe bactérienne, elle se fait directement sur une valve qui, jusque-là, elle était normale. Donc, retenez bien ça. On peut avoir une insuffisance aortique d'origine endocarditique, mais dans deux situations différentes. Soit que c'est une endocardite infectieuse qui a touché des valves natives, et là, c'est une insuffisance aortique aiguë, et ça va donner des délabrements valvulaires très importants et donc un tableau dramatique. Sinon, ça peut donc se traduire aussi par une insuffisance, une endocardite sur une insuffisance aortique qui était déjà préexistante. Et là, ça va être donc une endocardite infectieuse qui va compliquer ou aggraver une insuffisance aortique préexistante. Et là, c'est la fameuse maladie d'Osler. Donc, soit c'est l'endocardite qui cause cette insuffisance aortique, et là, nous sommes dans l'aigu. C'est une insuffisance aortique aiguë.
Sinon, on a le deuxième cas de figure où on avait déjà cette insuffisance aortique qui est d'origine rhumatismale, dystrophique ou autre, et on a l'endocardite qui vient se greffer sur. Vous voyez ici toujours sur une coupe échographique cette image hyperéchogène arrondie, et là, c'est une végétation. Je ne sais pas si vous avez fait le cours de l'endocardite bactérienne. Donc, il va se traduire, l'endocardite, elle se traduit sur le plan échographique par des lésions valvulaires et donc, bien sûr, des dégénérescences des valves qui se traduira par donc la formation de végétation sur ces différentes valves. Voilà une autre image donc de végétation qui est mobile et qui se prolapse dans le ventricule gauche, donc, et qui est accolée. On aura une image hyper échogène qui sera accolée au sigmoïde aortique et qui se prolapse dans le ventricule gauche. Voilà. Ici, on a aussi une insuffisance aortique et vous voyez cette cavité vide d'écho ici. Là, c'est un abcès, donc, qui s'est greffé à côté de la valve aortique et qui est secondaire à une endocardite infectieuse. Donc, une insuffisance aortique secondaire à une endocardite infectieuse est une pathologie qui est très grave. Enfin, on a donc d'autres étiologies. On a donc l'insuffisance aortique congénitale, c'est-à-dire qu'il y a une anomalie congénitale au niveau de la valve aortique, telle la bicuspidie. Comme vous avez vu dans l'anatomie que la valve aortique, elle est constituée de 3 cuspes, et quand on n'a que 2 cuspes, là, c'est la bicuspidie, 2 sigmoïdes au lieu d'avoir 3 sigmoïdes. Et là, donc, ça va donner une fuite donc, de cette valvulopathie. Les autres étiologies, on a les sténoses valvulaires associées, les communications interventriculaires, donc qui peuvent être associées à une insuffisance aortique dans le cadre d'un syndrome de l'obripédie, mais là, c'est des étiologies quand même qui demeurent assez rares. Alors, on passe maintenant. Il y a aussi les autres étiologies qu'on peut avoir, c'est l'insuffisance, là, on est toujours dans l'aigu, c'est l'insuffisance aortique des dissections. C'est-à-dire qu'on a une dissection de l'aorte, c'est un cours que vous allez voir dans les prochaines séances. Et quand on a une déchirure de l'aorte, on peut avoir une déchirure qui peut s'étaler jusqu'au niveau de la valve sigmoïde et ça va se traduire par de l'insuffisance aortique. Voilà une déchirure de l'aorte ici et qui va entraîner avec elle une déchirure même de la valve aortique et ça va nous donner en général une insuffisance aortique donc qui est d'origine donc aiguë, c'est-à-dire c'est un tableau qui est aigu même pour la dissection aortique. Et on a aussi les causes post-traumatiques, c'est-à-dire, bon, ça c'est vraiment rare. C'est les traumatismes de la circulation, les traumatismes par arme blanche, où on peut donner, ça peut donner aussi donc des lésions directes au niveau de la valve aortique et donc qui peut aboutir à de l'insuffisance aortique. Alors, donc on a terminé avec les étiologies, je pense. Là, c'est les autres étiologies qui sont très rares, c'est les insuffisances aortiques qui rentrent dans le cadre des maladies de système, telles que le lupus érythémateux disséminé, la spondylarthrite ankylosante, la maladie de Takayasu. Donc, tout ça, c'est des maladies de système qui peuvent aussi s'accompagner d'une insuffisance aortique. Maintenant, passons à un autre volet intéressant et important qui est le volet clinique. Donc, comment pourrons-nous poser le diagnostic de... Oui? Madame, oui, je vous écoute. Comment? Vous passerez très vite. D'accord. Merci. Bon, de toutes les façons, je vais vous donner le support. Hein. Moi, je suis je suis à un rythme très lent. Là, c'est pas un rythme rapide, mademoiselle. Je suis en train d'expliquer plaque par plaque les étiologies qui ne sont pas intéressantes. Je suis passée rapidement là-dessus, mais vous aurez votre support pédagogique sous format PDF. D'accord? Vous aurez le support de cours. Alors, je continue. Donc, le diagnostic clinique de cette valvulopathie, comment il va être posé? Toujours pour poser un diagnostic clinique, il y a des signes fonctionnels. Il faut toujours demander les signes fonctionnels, c'est-à-dire la symptomatologie pour laquelle le patient il vient consulter. Et après, on va faire notre examen clinique
qui permettra donc de poser un diagnostic ou de l'évoquer et de demander les différents examens complémentaires qui vont confirmer notre diagnostic. Alors, quelles sont la symptomatologie, les symptômes qui vont amener un patient à consulter quand on arrive à un stade symptomatique? Parce qu'on peut avoir un patient qui est jusque-là asymptomatique et le diagnostic ne va se faire qu'à une phase très tardive de la maladie. Comme on peut avoir des signes qui peuvent être le motif de consultation de ce patient et à partir duquel on va poser un diagnostic. Alors, parmi les signes, on a la dyspnée qui, au début, elle est pour des efforts importants et par la suite, ça sera une dyspnée de repos. On a les douleurs donc orgineuses et on a aussi donc l'asthénie qui est un signe qu'on peut voir. Alors, le plus important, c'est les signes physiques, c'est-à-dire que lorsqu'on va faire notre examen clinique cardiovasculaire et de la périphérie, qu'est-ce qu'on va avoir chez ce patient qui a une insuffisance aortique? Alors, ce qu'on va avoir, c'est un souffle proto, méso. Proto, c'est le début de la diastole. Méso, c'est la moitié de la diastole. Donc, on a proto, on a méso et on a télé. Télé, c'est la fin de la diastole. Donc, vous retenez surtout que c'est un souffle diastolique. C'est un souffle triangulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un souffle en décrescendo. Il est intense et par la suite, il diminue d'intensité. Il est maximal au foyer aortique. Et on l'entend aussi le long du bord gauche du sternum. Tout ça, vous l'avez fait dans le cours valvulopathie de troisième année, de la sémiologie, mais je ne fais que répéter vos prérequis de la sémiologie cardiaque en troisième année. Alors, c'est un souffle qui irradie le long du bord gauche du sternum. Le timbre du souffle, il est doux et aspiratif. Il peut donc s'accompagner d'un souffle systolique associé parce que toujours quand il y a de l'éjection, il y a un excès de volume et ça peut donner un souffle systolique fonctionnel associé. Et bien sûr, c'est un souffle qui est corrélé à l'intensité et bien sûr à l'importance de la fuite aortique. Alors, il y a des signes qui permettent de nous guider vers une insuffisance aortique importante. Ces signes sont représentés essentiellement par des bruits surajoutés ou des souffles surajoutés que l'on voit percevoir à notre examen clinique. Alors, donc, on peut avoir un claquement mésosystolique, c'est un bruit surajouté que l'on va entendre surtout au niveau du foyer aortique, un claquement mésosystolique. On peut avoir aussi un roulement diastolique, ce qu'on appelle le roulement de Flint ou le roulement aussi donc protodiastolique de Foster. C'est un roulement mitral que l'on entend au niveau du foyer mitral et c'est un roulement qui est entendu en absence de rétrécissement mitral. Pourquoi on entend ce roulement? Parce que quand il y a la phase de remplissage du ventricule gauche, il y a un excès de volume au niveau donc il y a une dilatation et un excès de volume qui existe déjà au niveau du ventricule gauche. Et avec ce volume qui vient de l'oreillette gauche, donc ça va faire frémir donc cette valve mitrale. Et ça va nous donner comme un roulement diastolique, c'est-à-dire une gêne à l'écoulement du sang de l'oreillette gauche vers donc le ventricule gauche. Alors sur le plan périphérique, qu'est-ce qu'on a? On a un élargissement de la pression artérielle différentielle, c'est-à-dire qu'il va y avoir une augmentation de la pression artérielle systolique et une baisse de la pression artérielle diastolique. Et toute baisse importante à moins de 50 mm de mercure de la pression artérielle diastolique, c'est un signe indirect d'une insuffisance aortique importante. Donc, on a des signes périphériques qui doivent être recherchés et lorsqu'on les retrouve, ça témoigne d'une insuffisance aortique importante. On a aussi une hyperpulsatilité artérielle. Pardon, il y a une erreur ici. Hyperpulsatilité artérielle. D'accord?
Donc, c'est quoi cette hyperpulsatilité artérielle? C'est que lorsqu'on prend les pouls des patients, on a un pouls qui est bondissant et qui est ample. On peut même voir cette hyperpulsatilité au niveau des artères carotides, ce qu'on appelle l'hyperpulsatilité des artères carotides. Et même une danse, un semblant de danse de la tête, c'est-à-dire la tête du patient qui est en train de bouger, c'est quoi? C'est cette hyperpulsatilité des artères qui permettent donc de trouver tous ces signes qui témoignent donc d'une insuffisance aortique importante. Donc, on peut avoir aussi un hippus pupillaire, c'est-à-dire au niveau de la pupille, donc une dilatation donc, pupillaire qui peut aussi être synonyme donc, de cette hyperpulsatilité. Et donc, tous ces signes témoignent, donc toujours quand on a une insuffisance aortique, il ne faudrait pas s'arrêter uniquement à un examen clinique cardiovasculaire. Il faudrait toujours avoir la présence d'esprit de prendre la tension artérielle de notre patient et de palper les pouls de ce patient pour voir s'il y a cette hyperpulsatilité artérielle. Et ça, déjà, avant de passer aux examens complémentaires qui permettent donc d'apprécier l'importance de cette valvulopathie, on saura que c'est une valvulopathie qui sera donc importante et donc là, on va rechercher cette valvulopathie et on va la quantifier. Alors, quels sont les examens complémentaires qui sont nécessaires pour poser et pour confirmer cette valvulopathie et pour bien sûr apprécier son degré de sévérité? Alors, en premier, la pièce maîtresse de tout examen cardiovasculaire reste l'électrocardiogramme. Alors, l'électrocardiogramme, il faut rechercher, vous avez fait dans l'électrocardiogramme, quels sont les critères d'une hypertrophie ventriculaire gauche de type diastolique, c'est-à-dire une surcharge de volume et non pas de pression. Et là, donc on va avoir, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous arrivez à voir les plaques? Oui, madame. Oui, madame. Moi, j'ai perdu. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon. Il y a un problème. C'est bon, ça revient. Alors, donc, on aura une hypertrophie ventriculaire gauche de type diastolique. Et des fois, on a aussi des troubles de conduction indirects qui sont toujours des signes indirects de surcharge de volume de ce ventricule gauche, tel un bloc de branche gauche. On peut avoir aussi même de l'hypertrophie auriculaire gauche, mais c'est surtout retenez, c'est l'HVG diastolique qu'il faudrait rechercher à l'électrocardiogramme. À un stade avancé, le malade peut faire même de l'arythmie. On peut avoir même de l'arythmie complète par fibrillation atriale quand on est vraiment à un stade très tardif de la maladie. Sur le plan radiologique, qu'est-ce qu'on a? Donc, on aura une dilatation de l'aorte ascendante. Et donc là, quand on a une dilatation dans les formes dystrophiques, il va y avoir, là, j'ai pas une illustration iconographique du téléthorax, mais retenez une chose, qu'au niveau du téléthorax, donc l'aorte, elle représente l'arc supérieur droit du téléthorax. Et donc là, il va y avoir une saillie de l'arc supérieur droit qui sera mieux visible sur un cliché de profil. On aura aussi un arc moyen gauche, donc qui va être au début concave et par la suite, il deviendra convexe quand on a des signes d'hypertension artérielle pulmonaire. Et on aura aussi un bombement de l'arc inférieur gauche, c'est-à-dire c'est la cardiomyogalie avec donc la pointe sous-diaphragmatique. Alors, l'élément clé dans le diagnostic reste toujours l'échocardiographie. Et c'est à partir de l'échocardiographie qu'on pourra avoir un faisceau d'arguments qui permettent d'abord d'affirmer ce diagnostic d'insuffisance aortique. On pourra aussi poser un diagnostic étiologique, c'est-à-dire c'est quel type d'insuffisance aortique? Est-ce que c'est une insuffisance aortique, par exemple, d'origine dystrophique? Là, on aura donc des valves qui sont fines.
on aura un prolapsus de cette valve aortique, comme on vient de le voir dans les étiologies. Si on est devant une insuffisance aortique d'origine rhumatismale, le rhumatisme articulaire, qu'est-ce qu'il donne? Il donne des valves qui sont épaissies, qui sont rétractées. On aura une fusion commissurale. Si on est devant une valve bicuspide, là, donc, on va faire notre petit axe et on va rechercher les 3 sigmoïdes. Si on n'en trouve que 2 sigmoïdes, là, c'est une insuffisance aortique d'origine dystrophique. Alors, si on est devant donc une origine infectieuse, oui. Madame, s'il vous plaît, quelle est la différence entre la bicuspide de rétrécissement aortique? Mademoiselle, laissez les questions à la fin. À la fin, je suis à votre écoute. D'accord? Notez les questions et on va les laisser vers la fin. Vous les notez et à la fin, je répondrai sur vos questions. Et vous pouvez même laisser vos questions par la suite par messagerie. Hein? Je répondrai à vos questions par messagerie. Donc, on a dit que la bicuspidie aortique, on aura 3 sigmoïdes. Pour l'endocardite infectieuse, par exemple, si on a un contexte infectieux, une fièvre, une altération de l'état général, et là, on suspecte une origine infectieuse. Il faudrait rechercher les végétations, rechercher cet abcès au niveau de l'anneau aortique. Et là, donc, l'échocardiographie va être capable de nous donner toutes ces informations. Il faudrait aussi apprécier la taille et la fonction ventriculaire gauche. Donc, on fait un diagnostic positif d'abord. On fait un diagnostic étiologique. On va rechercher un retentissement de cette valvulopathie sur les cavités cardiaques. Est-ce que notre ventricule gauche est de taille normale? Est-ce que notre ventricule gauche est de taille élevée? Est-ce que notre oreillette gauche est normale? Comment est notre aorte? Donc, tout ça, c'est des informations qui seront données par l'échocardiographie. Par la suite, il faudrait qu'on fasse une évaluation donc, du degré de sévérité de cette insuffisance aortique, toujours en couplant notre échocardiographie à une analyse Doppler. Et donc, le Doppler, c'est pas un truc extraordinaire. On fait donc nos coupes échocardiographiques qu'on a, c'est-à-dire nos références de coupe, on va tracer des courbes et c'est l'appareil qui va nous donner des chiffres. Donc, l'appareil, il est très objectif là-dessus. Il faut juste avoir la bonne incidence échographique. Il faudrait avoir de très bonnes conditions d'observation échocardiographique. Et à partir de là, donc, on pourrait avoir toutes les informations qui pourront nous dire est-ce que c'est une insuffisance aortique qui est modérée, qui est sévère ou qui est minime. Et à partir de là, on va ainsi axer notre conduite thérapeutique par rapport à ces données échocardiographiques. Donc là, c'est des chiffres à retenir. Par exemple, pour l'évaluation semi-quantitative Doppler, une insuffisance aortique, elle est sévère quand on a un diamètre du G à son origine qui est supérieur à 6 mm. Je vais vous montrer tout à l'heure sur une photo échographique. Quand on a un temps de demi-décroissance inférieur à 350 millisecondes. Quand on a une vitesse télédiastolique de Lise supérieure à 20 cm par seconde. Et tous ces chiffres peuvent être donc modifiés par les conditions de charge. C'est-à-dire que lorsqu'on a, par exemple, de l'hypertension, quand on a une fibrillation atriale, donc ces chiffres peuvent plus ou moins changer et ne pas refléter la réalité du degré de sévérité de cette insuffisance aortique. L'évaluation quantitative, quant à elle, toujours par méthode Doppler couplée aux couleurs, là, au début, donc c'était Doppler continu et Doppler pulsé. Là, c'est le Doppler couleur avec une étude de la zone de convergence qui va nous donner, alors ces 3 chiffres. Avant de détailler ces 3 chiffres, voilà une image échocardiographique d'une insuffisance aortique où l'on a cette donc, zone étroite où sort le flux. Normalement, dans un cas normal, on ne devrait pas avoir ce flux mosaïque. Il ne devrait pas y avoir de fuite. Donc, quand on a ce flux mosaïque, c'est là où il y a cette insuffisance aortique. Et cette insuffisance aortique, donc, se traduira par un flux mosaïque qui va donc partir de l'aorte vers le ventricule gauche. Et cette zone de départ de ce flux mosaïque,
c'est ça la vena contracta qu'on a vu, qu'on a calculé tout à l'heure. Donc la vena contracta qui est là, supérieure à 6 mm, c'est au fait ce diamètre de G. C'est ça la vena contracta. Par la suite, ce flux, quand il va régurgiter dans le ventricule gauche, une petite partie de ce flux va repasser dans l'aorte. Et c'est cette zone de convergence de flux qui passe dans l'aorte qui représente donc l'analyse de la zone de convergence avec les différentes caractéristiques de cette zone, c'est-à-dire qu'on va étudier la surface de l'orifice régurgitant, le volume de régurgitation et la fraction de régurgitation. Tout ça, ça va être donné par la machine, c'est-à-dire par l'écho. Et quand on a un sort qui est supérieur à 30 mm2 ou un volume de régurgitation supérieur à 30, là, c'est des critères qui permettent de nous dire qu'on est dans l'insuffisance aortique sévère, c'est-à-dire une insuffisance aortique grade 3 à 4. Voilà une autre donc, zone de convergence, c'est-à-dire que le flux, il est passé en bas et il remonte en haut. On va placer notre curseur au niveau de cette zone de convergence et là, on va mesurer toutes les données donc, de cette zone de convergence, la surface de régurgitation, le volume et la fraction de régurgitation. Là, ce qui était du Doppler couleur. Là, c'est l'analyse échocardiographique, c'est-à-dire l'étude des mensurations qu'on vient de citer au début, c'est-à-dire étudier le diamètre du ventricule gauche en diastole et en systole, étudier le diamètre donc de l'oreillette gauche, et quand on a un diamètre télédiastolique donc qui dépasse les 70 mm et un télésystolique qui dépasse les 45 mm, on est devant une insuffisance aortique qui est importante. On peut aussi être amené à calculer les volumes. Ça, c'est le calcul des volumes ventriculaires pour être sûr qu'il y a une surcharge de volume du ventricule gauche. Là aussi, c'est une évaluation échographique qui pourrait nous aider. Si on n'est pas convaincu, on peut s'aider donc d'une écho trans-œsophagienne qui pourra faire une meilleure analyse, surtout de la morphologie de la valve aortique. Le TO ne va pas nous amener grand-chose par rapport au degré de sévérité. La sévérité, c'est l'ETT qui va nous le donner. Le TO, c'est surtout pour un complément d'information sur l'étiologie et sur la présence d'une éventuelle végétation. Des fois, la végétation de l'endocardite bactérienne, elle est de petite taille et on ne pourra pas la voir par une ETT normale. Et là, donc, il faudrait qu'on fasse une écho-trans-œsophagienne qui permettra de voir cette végétation, de voir l'importance des lésions valvulaires causées par cette endocardite, voir s'il y a ou non un abcès, voir le degré de dilatation de l'aorte si on est devant une maladie annulo-ectasiante. Et là, donc, on pourra faire une meilleure analyse de l'aorte. Bien sûr, il y a d'autres examens que l'on pourra compléter, mais qui ont perdu leur place depuis le bon développement de l'échocardiographie. Il faut retenir juste une chose, c'est que la coronarographie préopératoire, elle est toujours indiquée chez un homme de plus de 55 ans et une femme ménopausée, surtout, pourquoi? Parce que chez cette catégorie de patients, il faut toujours, avant de faire passer le malade sur la table opératoire et lui faire une circulation extracorporelle, il faudrait s'assurer que ses coronaires soient saines. Et la coronaropathie, elle augmente avec l'âge. Et donc là, avant, le chirurgien, il nous dit toujours, avant de faire un geste, il faudrait faire la coronarographie. Sinon, le chirurgien va refuser ce patient et ne va pas l'opérer. Les autres examens qui peuvent être aussi demandés, on a l'épreuve d'effort, surtout quand on a un doute. C'est-à-dire que le malade, il minimise ses symptômes ou il va les cacher. Il va vous dire, non, je n'ai rien. Je n'ai ni dyspnée ni rien. Comment ça, j'ai une insuffisance aortique importante? Parce que l'insuffisance aortique, elle évolue à bas bruit. Elle évolue d'une façon insidieuse. Le malade, des fois, il est vu à un stade tardif. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai découvert une insuffisance aortique chez un patient qui est venu pour un autre motif, pour un examen pré-activité sportive. Et là, je découvre une IAO vraiment très importante. Le malade, il n'était pas convaincu. Il me dit, moi, je ne ressens rien. Et c'est pas normal, docteur. Moi, je n'ai rien. C'est pas normal que vous me dites que j'ai une insuffisance aortique qui est importante. Donc là,
qu'est-ce que je demande? Je pourrais demander une épreuve d'effort. L'épreuve d'effort va démasquer les symptômes. Le malade, il va pédaler un palier, il ne pourra plus continuer. Parce que pourquoi? Parce que son ventricule gauche, il est défaillant. Et donc là, on va démasquer cette symptomatologie à travers une épreuve d'effort qui va donc confirmer ce diagnostic d'insuffisance aortique symptomatique. C'est juste pour démasquer les symptômes. Maintenant, la TDM, la tomodensitométrie et l'IRM seront surtout utiles pour une étude complémentaire de l'aorte. Parce que l'aorte, en échocardiographie, on ne voit que la partie initiale de l'aorte. Et quand on est devant une maladie annulo-ectasiante, il faudrait analyser l'ensemble de l'aorte. Donc là, on demandera systématiquement un scanner ou une IRM pour voir cette aorte et bien sûr, voir une description morphologique de notre aorte. Alors maintenant, après le volet clinique, comment va se faire l'évolution de cette insuffisance aortique? On a dit qu'elle reste longtemps asymptomatique, qu'elle reste longtemps bien tolérée, qu'au début, il n'y a pas de retentissement ventriculaire gauche. Mais au fur et à mesure, le retentissement va devenir irréversible. Et quand on aura une apparition de symptômes, c'est-à-dire qu'on est sûr que notre insuffisance aortique, déjà, elle est arrivée à un stade vraiment tardif. Et donc, il va y avoir une évolution progressive qui va dépendre de plusieurs facteurs. Elle dépendra du volume de cette insuffisance aortique. Plus l'insuffisance aortique, elle est volumineuse et plus l'évolution, elle va être rapide. Ça dépendra aussi de l'étiologie, c'est-à-dire que la progression sera plus rapide dans l'épicuspidie et elle sera donc plus lente dans les formes annulo-ectasiantes. Elle sera plus lente dans les formes rhumatismales. Maintenant, donc, comment se fait cette évolution sur le plan un peu physiopathologique? Il va y avoir une progression sur le retentissement du ventricule gauche, c'est-à-dire qu'il y aura une surcharge du volume de notre ventricule gauche et avec un dépassement des mécanismes de compensation. Alors, donc, maintenant, on a des facteurs qui peuvent nous dire est-ce que c'est un patient dont le pronostic est bon ou est-ce que c'est un patient dont le pronostic est plus ou moins réservé. Alors, les facteurs sont surtout l'âge, l'apparition des symptômes, qui sont la dyspnée, l'angor, l'insuffisance cardiaque, etc. La pression artérielle diastolique lorsqu'elle chute d'une façon importante, inférieure à 40 mm/Hg. Un rapport cardiothoracique au téléthorax supérieur à 0,60. De l'hypertrophie ventriculaire gauche, une dilatation importante avec dysfonction quand on a une fraction d'éjection inférieure à 30%, c'est un critère de mauvais pronostic. Et donc tout ça, ça va conditionner le pronostic du patient. Aussi, le pronostic dans les formes annulo-ectasiantes dépendra de l'aorte. Plus on a une dilatation anévrismale importante de notre aorte, et plus le pronostic est mauvais. Donc, par exemple, dans la maladie de Marfan, il ne faut pas que le diamètre dépasse les 50 mm. Si on a un diamètre qui est supérieur à 50 mm, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il faudrait opérer rapidement, parce que sinon, on pourra avoir une rupture de cette aorte et ça sera la mort subite de notre patient. Donc, tous ces signes seront des facteurs qui permettent de dire est-ce que notre patient, il est de bon pronostic? Est-ce que c'est juste une insuffisance aortique qui est modérée et là, on va se contenter d'une simple surveillance de notre patient? Et dans le cas contraire, il faudrait donc opérer notre patient avant l'apparition d'insuffisance cardiaque et avant l'apparition des complications. Et la complication la plus redoutable reste l'endocardite infectieuse et bien sûr l'insuffisance cardiaque. Et même l'apparition de troubles du rythme. L'apparition d'un trouble du rythme auriculaire, par exemple le passage en arythmie complète par fibrillation atriale chez un patient qui a de l'insuffisance aortique, c'est pas bon, c'est mauvais. C'est un patient dont le pronostic vital est vraiment mauvais. Il faudrait opérer le plus vite possible, sinon ça va être le décès dans les 6 mois qui viennent. Alors donc, la surveillance de notre patient va être clinique et échocardiographique. Par exemple, quand on a une insuffisance aortique associée à une maladie annulo-ectasiante, là, la surveillance va se baser
surtout sur le diamètre de l'aorte. Si on a un diamètre entre 45 et 50, on va se contenter donc d'une surveillance annuelle. Plus de 50, il faut opérer. Pour la maladie de Marfan, c'est encore plus bas. Pour la maladie de Marfan, à partir de 45, en général, on opère. Hein. Pour une femme enceinte, quand on a une maladie annulo-ectasiante, c'est-à-dire plus de 40, il ne faut pas autoriser une grossesse parce qu'en général, plus le débit augmente et plus donc le risque de rupture de l'aorte est très important. Et vous savez que la femme enceinte, il y a de l'hyperdébit. Et donc, une maladie de Marfan, une femme enceinte qui a une maladie de Marfan, en général, on n'autorise pas les grossesses parce que surtout quand il y a une atteinte de l'aorte associée, parce qu'il y a toujours un risque sur cette aorte. Et donc là, vous voyez le rythme de surveillance quand on a une dilatation donc du ventricule gauche aussi, il faut établir un rythme de surveillance selon le degré de dilatation donc systolique de notre ventricule gauche. Si on est à moins de 45 mm, on peut se permettre de faire une écho tous les 2 ans. Si on est entre 45 et 49, on peut se permettre de surveiller notre patient chaque année. Entre 50 et 54, là, c'est une écho toutes les 4 à 6 mois et plus de 55 mm. Donc là, il faudrait faire notre remplacement et ne plus attendre. Alors maintenant, on va passer au dernier volet qui est le volet thérapeutique. Comment va-t-on traiter notre patient? Alors, bien sûr, toujours le volet thérapeutique comportera 2 parties. Une partie médicale et une partie chirurgicale. La partie médicale reste tout ce qui est l'amélioration du confort du patient en attendant de le faire passer à la chirurgie, c'est-à-dire donner des vasodilatateurs, donner des diurétiques pour diminuer donc la dyspnée. On va donc soulager notre patient, on va traiter une éventuelle insuffisance cardiaque si le malade il est en insuffisance cardiaque, on fait notre prophylaxie du rhumatisme articulaire aigu, on fait notre prophylaxie de notre endocardite infectieuse. Donc tout ça, ça reste dans le côté médical de la chose. Maintenant, le traitement chirurgical. Avant de faire passer le malade à l'acte opératoire, il faut bien sûr se poser la question, est-ce qu'on est dans un stade d'insuffisance aortique importante et est-ce qu'on est dans un stade d'insuffisance aortique modérée? Bien sûr, le traitement chirurgical ne sera réservé que pour les insuffisances aortiques importantes. Alors maintenant, on a plusieurs éventualités pour ce traitement chirurgical. Si on a un anévrisme de l'aorte associé, là, qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer l'aorte, d'accord? Et on fait même une place, et on va donc rarement. Là, donc, en général, les bioprothèses, on les réserve chez les sujets âgés. Le remplacement va se faire par une valve mécanique. D'accord? Et la bioprothèse sera réservée pour les sujets âgés. Pourquoi on réserve les bioprothèses pour les sujets âgés? Après, je voudrais une réponse de l'un d'entre vous. Alors, la plastie aortique, elle est controversée. En général, c'est rare où l'on place une plastie au niveau de l'aorte. Hein. Maintenant, c'est en présence d'un anévrisme de l'aorte. Là, il faudrait remplacer et l'aorte, c'est-à-dire le remplacement de la valve et de l'aorte ascendante par un tube prothétique. Et on va réimplanter les coronaires qui étaient au niveau de l'aorte ascendante. Et bien sûr, surveiller notre patient. Alors maintenant, les indications de cette chirurgie. Elles seront formelles pour les patients qui sont symptomatiques. Là, on ne discute pas là-dessus. Un malade qui a des symptômes égale malade qui a une insuffisance aortique importante. Donc là, il n'y a pas photo, il faut opérer notre patient. Un malade qui a une fraction d'éjection très très basse. On sait que c'est un patient dont le pronostic est mauvais. Mais il faudrait toujours lui donner sa chance. Si on a un chirurgien qui est balèze et une bonne réanimation post-opératoire, on peut sauver cette catégorie de patients. Bien que le risque opératoire reste très élevé. Mais c'est un malade qui, dans tous les cas, il va mourir. Donc, si on a 1% de chance de le sauver, il faudrait saisir ce 1%. Il ne faut pas laisser le malade crever. Maintenant, le deuxième cas de figure, c'est lorsque notre patient est asymptomatique. C'est là où il y a la discussion échocardiographique qui survient. Les indications formelles vont se poser quand on a de l'IAO volumineuse, c'est-à-dire qu'on a une dilatation de nos cavités gauches,
On a une dilatation du ventricule gauche, que ce soit en systole ou en diastole. On a une dilatation de l'aorte ascendante aussi qui est importante. Et là, donc, il n'y a pas photo. Il faudrait opérer notre patient. Les indications qui sont admises, c'est-à-dire qu'on va agir au cas par cas. On n'est pas sûr, mais on est en droit d'opérer nos malades. C'est quand on a une maladie de Marfan avec dilatation de l'aorte ascendante, avec une progression rapide de cette dilatation. C'est-à-dire que l'année dernière, il avait 45, cette année, il a 50. Donc là, c'est un malade dont le diamètre de l'aorte, il évolue rapidement dans le temps. Et donc, on est sûr que l'année prochaine, ce malade, il va faire une dilatation encore plus importante et il ne faudrait pas attendre l'année prochaine. On va opérer notre malade. Et aussi, quand on a une IAO qui est volumineuse, mais qu'on doit opérer notre patient pour une autre cause, c'est-à-dire, par exemple, il a une coronaropathie. On devrait faire un pontage. Et là, donc, avec ce pontage, il faudrait opérer cette insuffisance aortique. Les indications maintenant discutées, c'est surtout les malades qui ont une IAO volumineuse, qui ont une dilatation du ventricule gauche et qui commencent à altérer leur fraction d'éjection. On a une FEVG qui est entre 50 et 55. On est dans le doute. Là, on n'arrivera pas vraiment à trancher parce que est-ce que c'est un patient qui va dégrader? On peut faire une chose dans ces cas de figure. On peut surveiller de près notre patient, raccourcir les délais de surveillance et à partir de là, on va décider d'opérer ou de ne pas opérer notre malade. Voilà, donc là, ça récapitule ce que je viens un peu de dire. Donc, indication classique, indication précoce pour les dilatations du ventricule gauche. Alors, on va traiter quelques cas particuliers avant de terminer. Pour les insuffisances aortiques aiguës, là, c'est ce qu'on a parlé, c'était le chronique, l'indication et la prise en charge des malades dans l'insuffisance aortique chronique. Maintenant, quand on est dans l'aigu, là, l'indication opératoire, elle est urgente. Et le geste va dépendre donc de l'étiologie et le risque, bien sûr, dépendra de l'étiologie. Le risque est très important quand on est en présence d'une dissection ou d'une endocardite infectieuse et moindre en cas de prolapsus. Maintenant, quand on est devant une endocardite infectieuse sur une insuffisance aortique importante, aiguë, là, l'intervention doit se faire sans attendre les signes de mauvaise tolérance. C'est-à-dire qu'il faudrait opérer notre patient. Il ne faut pas attendre que le malade nous fasse des complications, donc nous fasse un état de choc cardiogénique, nous fasse une décompensation hémodynamique qui va nous compliquer les choses et qui va empêcher donc d'opérer un malade dans une situation particulière. Maintenant, la grossesse, donc je vous ai dit, la grossesse, donc quand on a une naissance aortique, elle peut être en général bien tolérée, sauf quand il y a une dysfonction ventriculaire gauche. Là, donc, c'est au cas par cas. Donc, soit qu'on laisse la grossesse se dérouler normalement, on va surveiller notre malade et on va la mettre sous traitement médical et on va différer la correction de l'insuffisance aortique après l'accouchement de la patiente. Dans le cas contraire, il faudrait donc stopper la grossesse et donc ne pas autoriser la poursuite jusqu'à terme. Pour la grossesse aussi, quand on a une maladie de Marfan, elle est contre-indiquée, il ne faut pas autoriser de grossesse quand on a une maladie de Marfan avec un diamètre de l'aorte qui est supérieur à 40, parce que comme je l'ai dit, quand il y a de l'hyperdébit, l'aorte elle va se dilater encore plus et donc les résultats et les conséquences peuvent être dramatiques pour notre patiente. Voilà ce que j'avais à dire pour le cours sur l'insuffisance aortique. Maintenant, je pourrais commencer la séance, donc questions-réponses, je suis à vous. Vous pouvez poser vos questions. Je vous écoute. Je vois que le nombre d'étudiants qui assistent n'est pas important. Hein. Il y a des choses que je dis au cours et que je ne vais pas mettre sur le support. Hein. Je suis désolée. Hein. Donc, les absents, bien que l'enregistrement est fait, je sais, mais... Alors, je suis à votre écoute. La demoiselle ou la dame qui a posé une question au milieu du cours. Je vous écoute. Madame, Oui. quelle est la différence entre la bicuspidie dans le rétrécissement aortique et celle de l'insuffisance aortique? C'est la même chose. Ça peut donner les deux pathologies en même temps. D'accord? Quand on a une bicuspidie, ça peut donner un rétrécissement aortique seul, une insuffisance aortique seule, comme ça peut donner les deux en même temps. Parce qu'il y a une anomalie au niveau de cette valve aortique. Elle ne se ferme pas correctement et elle ne s'ouvre pas correctement.
Donc, on peut avoir le RAO seul, l'insuffisance aortique seule ou les deux en même temps. Voilà, donc s'il n'y a plus de questions, Madame, oui. en cas d'une arythmie associée, est-ce qu'on doit d'abord corriger l'arythmie ou bien on doit intervenir chirurgicalement en urgence? Bien sûr qu'on corrige l'arythmie. Bon, on peut, c'est-à-dire corriger l'arythmie, ça veut dire, entre guillemets, ralentir l'arythmie. Il faudrait la ralentir, d'accord? Anticoaguler, parce que qui dit arythmie par fibrillation atriale, ça veut dire que le risque thromboembolique chez notre patient est très important. Donc nous, ce qu'on va faire, on va ralentir, on va anticoaguler notre patient, donc, et on va le préparer pour qu'il puisse être opéré dans de meilleures conditions. On ne va pas opérer un malade en catastrophe. Il faut que le malade, quand il arrive à l'acte opératoire, il faut qu'il soit bien préparé. Il ne faut pas qu'il y ait de risque opératoire important. D'accord? D'accord, madame, merci. Voilà. D'autres questions? Madame, Oui. pourquoi on utilise la biosynthèse pour les sujets âgés? La bioprothèse. La bioprothèse, oui. Alors, c'est une excellente question. J'allais vous la poser et j'ai oublié. Bon, la bioprothèse chez le sujet âgé, un sujet âgé de plus de 80 ans. Si vous allez placer une prothèse mécanique chez lui, vous allez être obligé de lui donner une anticoagulation. Toute prothèse mécanique égale anticoagulation. Et donc, si vous donnez de l'anticoagulation à un sujet de plus de 80 ans,